Bonjour à tous pour cette matinée dédiée à l'économie circulaire appliquée à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et aux villes. Sujet extrêmement passionnant, très vaste. On aura de beaux exemples à la suite de mon intervention. L'urbanisme est quelque part le droit du sol à l'intérieur des villes. Moi, je vais particulièrement me focaliser sur la ressource sol dans les villes. Je dirais la ressource sol, la ressource espace et la ressource surface. Alors évidemment, la ville, c'est bien autre chose que juste des surfaces. C'est un métabolisme complexe dans lequel entrent des flux, des personnes, des matières premières, d'énergie, d'eau, etc. Donc tous ces thèmes vont être évoqués plus tard dans les exemples précis. Encore une fois, je vais les évoquer dans les grands principes aujourd'hui, mais je ne vais pas les détailler. Je vais vraiment essayer d'avoir un focus sur l'espace, la surface et la ressource sol. Voilà. Alors je vais essayer d'avancer dans la présentation et me présenter en deux mots. Mon parcours a maintenant 25 ans. En tant qu'ingénieur, avant tout ingénieur et fondateur d'un bureau de ProGroup. Depuis à peu près une dizaine d'années, on s'occupe plus particulièrement de l'économie circulaire. Avant, on travaillait essentiellement dans le project management et dans le développement durable. Depuis quelques années, on a fondé aussi un bureau de consultance appelé Positive Impact. Depuis 5 ans, je suis membre et depuis quelques mois président du Conseil supérieur pour un développement durable, 8 ans de présidence au Clean Tech Cluster et également fondateur du Luxembourg Center for Circular Economy, qui est un centre qu'on vient de créer sous forme de SIS, Société Impact Sociétal, pour développer les compétences et donner des formations au niveau de l'économie circulaire. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, et en guise d'introduction, je me pose la question, est-ce qu'on est dans une impasse? Quand on voit d'abord cette volonté politique de grandir, d'abord en termes de population, puisque la taille du pays, à moins d'annexer la province de Luxembourg en Belgique, mais la taille du pays semble avoir une limite fini, mais de grandir vers 1 million d'habitants, avec les conséquences qu'on voit sur le marché, notamment de l'immobilier, avec des prix immobiliers qui explosent. Tout ça dans un contexte dans lequel on a des ressources extrêmement limitées. Et au Luxembourg, on n'a quasiment pas de ressources, à part le sol et l'eau peut-être, le bois, enfin quelques ressources biosourcées, mais globalement, la principale ressource dont on dispose est quand même le sol. Alors, on voit les conséquences, même au Luxembourg, maintenant du changement climatique, et on vient au niveau du NORAD-Kielsroad, donc du Conseil supérieur en développement durable, on vient de faire calculer l'empreinte écologique pour le Luxembourg, et c'est, pour le moins qu'on puisse dire, assez catastrophique, puisque si tous les êtres de la Terre consommeraient comme un luxembourgeois moyen, on serait à 8 planètes, ou on aurait un besoin de 8 planètes, alors qu'on en a de toute évidence qu'un seul. Alors ces 8 planètes, il faut les relativiser, puisqu'on a une situation assez particulière au Luxembourg avec disons la situation des frontaliers. On a quand même à côté de nos 630 000 habitants, à peu près 200 000 navetteurs. Et donc, ça a un impact sur ces calculs. On l'a calculé à peu près de 2 planètes, mais il reste quand même un besoin de 6 planètes pour le résident moyen luxembourgeois. Donc, est-ce que faire un peu moins va résoudre le problème? Utiliser un peu moins de surface ou de sol ou de ressources
va résoudre le problème? Ça, c'est un peu la question. Est-ce qu'on n'est pas dans une impasse importante dans laquelle il faudrait un système dans lequel on se retourne et on va dans un autre sens complètement? Les challenges globaux. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais à côté du changement climatique, et je répète, je l'ai déjà dit, on a des ressources extrêmement finies et on a une perte de biodiversité importante. Trois challenges à côté de la crise qu'on vient de connaître, qui était à la fois prévisible parce que c'est la 5e pandémie qu'on connaît en quelques dizaines d'années. D'autres vont venir, mais les trois grosses crises qu'on va connaître dans ce siècle-ci vont avoir un impact bien plus important, mais ils sont prévisibles. C'est des green swans dans un langage un peu technique. Donc, c'est des événements dont on connaît l'origine, on ne connaît pas du tout la date d'apparition, mais il est fort à craindre que les événements, les conséquences majeures vont venir de manière assez abrupte. Et voilà, et tout ça dans un milieu, encore une fois, fini. Alors, juste vous donner ces deux images que je trouve assez parlantes. D'abord, en termes de sphère, vous voyez là toute la fine couche de notre atmosphère qui est quelque part la plus grande poubelle qu'on a imaginée depuis maintenant 100 ans avec notre système économique, puisqu'on brûle de plus en plus de déchets. Hein, cette poubelle appelée atmosphère, elle a une taille qui est celle de cette petite sphère sur un volume total qui est représenté par cette petite sphère sur l'image de gauche. Et puis toute l'eau, alors j'y inclus évidemment l'eau salée, toute l'eau disponible sur Terre est représentée par cette sphère à droite. Il faut savoir que seulement 2% et demi de cette quantité d'eau est potable et un tiers de cette quantité, c'est-à-dire moins d'1% de cette eau qui est représentée sur cette sphère, est disponible actuellement pour la population. Alors, il y a des sphères identiques qui ont été développées pour toutes les autres ressources, mais elles sont infiniment petites, elles ne seront pas visibles sur ces mêmes images. Mais les ressources sont extrêmement faibles et on est en train de les utiliser évidemment à grands pas. Alors l'économie qu'on a imaginée progressivement avec la première révolution industrielle, on l'appelle souvent take, make, waste, c'est-à-dire en gros on prend des ressources, on fait des produits dont des bâtiments bien sûr, des infrastructures, et après usage parfois très court, parfois plus longtemps, on en fait des déchets. Donc globalement, cette industrie produit que des déchets. Alors, il y a une autre manière de le voir, c'est plutôt le point de vue des ressources. On les extrait, on les épuise et globalement, on pollue. On pollue l'atmosphère, l'eau, les nappes phréatiques, etc. Donc ça, c'est l'économie linéaire. Alors d'un point de vue purement économique, si on voit le processus de production d'un produit, on ajoute de la valeur ajoutée à chaque étape, hein, c'est la courbe montante ou le fil montant de ce value hill. Hein, donc à chaque étape, on ajoute de la valeur jusqu'à ce que le produit final arrive chez l'utilisateur ou le consommateur qui, encore une fois, l'utilise relativement peu, souvent très très peu. Il y a ce qu'on appelle des chewing gum products, donc des produits qui sont utilisés quasiment que quelques secondes et qui, in fine, après utilisation, on détruit toute cette valeur ajoutée qui a été ajoutée au long du processus initial de production du produit ou du bien. L'ambition ultime de l'économie circulaire, c'est de maintenir, de conserver cette valeur le plus longtemps possible et de récupérer à chaque étape de recyclage donc, ou de réutilisation d'un composant ou d'une matière première, un maximum de cette valeur ajoutée. Et donc, c'est finalement à la fois un programme de maintien de valeur et un maintien ou un programme de qualité aussi.
l'économie circulaire. Alors, pour faire fonctionner une économie linéaire, il faut de l'obsolescence. Il faut que les produits aient une fin de vie assez disons, prévisible dans le temps pour qu'une industrie puisse fonctionner. Elle doit, alors, souvent, cette fin de vie, elle est programmée. On appelle ça alors l'obsolescence programmée. L'exemple le plus connu est celui de, finalement, le premier cartel qui a établi une obsolescence programmée en 1923. En 1923, le cartel appelé Phoebus Cartel, dans lequel faisaient partie Philips, General Electric, Osram, etc., ont établi donc l'éclairage ou la light bulb, donc bref, l'éclairage à 1000 heures maximum. Hein, donc avant, les ampoules avaient une durée de vie assez variable, mais certains duraient des dizaines, voire il y a encore des ampoules aujourd'hui qui ont jusqu'à 1 million d'heures sur leur compteur, datant de 1900-1902. Donc, ce n'étaient pas des produits initialement conçus pour être obsolètes. Mais finalement, pour que cette industrie puisse survivre, eh bien, en 1923, ce cartel a inventé la lampe à 1000 heures. Un autre exemple assez marquant, c'est aussi le nylon. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le nylon a été utilisé à de nombreuses utilisations, comme les parachutes. C'était considéré comme un polymère indestructible. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce nylon a été récupéré pour en faire notamment des bas de femmes. Et pour que ces bas ne soient vendus à des grandes quantités, eh bien, on a introduit l'obsolescence programmée dans les bas pour finalement en faire des bas quasiment à usage unique. Alors, ce n'est pas un problème technologique. Hein. Tous ces produits qui nous entourent ont une fin de vie, soit technologique, technique, ou alors par manque de moyens de réparation, par manque de pièces d'échange, par manque peut-être de software upgrade ou simplement par la mode. Hein. La mode est un puissant moyen de programmer l'obsolescence. Mais ce n'est pas un problème technologique. On pourrait produire des lampes qui durent 100 000, 1 million d'heures et des bas en nylon qui ont une durée de vie au moins sur 100, 200, 300 usages. C'est un problème de système économique. Ça, il faut bien s'en rendre compte que le modèle ne peut pas fonctionner et le modèle, comment on mesure notre croissance à travers le PIB, notre bien-être à nouveau très lié au PIB et notre wealth, donc notre richesse, également à travers un indicateur unique. On a un indicateur en économie qui détermine tout, c'est ce PIB. Et le PIB, il faut qu'il croît, et donc il faut qu'on consomme pour que ce PIB continue de croître et pour que notre système social, et particulièrement au Luxembourg, ce système social est très dépendant de la croissance du PIB, puisse être maintenu à moyen long terme. Du point de vue des matières premières, eh bien, vous voyez la courbe en haut des prix. Les matières premières ont connu une baisse, je dirais, structurelle sur une centaine d'années. Puis depuis 20 ans maintenant, on voit bien cette augmentation progressive de nouveau des matières premières. Et puis, la disponibilité également. La Commission européenne a établi une liste de 27 matières premières critiques pour l'économie européenne, liste à suivre. Et dans notre domaine, il faut vous dire que même le sable, qui est à base donc, pour le béton, le sable, l'eau et le ciment, mais le sable qui paraît être une matière première assez illimitée, eh bien, ce n'est pas vrai. Le sable disponible et compatible avec un bon béton, il est assez rare et on commence à avoir des vols de sable un petit peu partout au monde. Et il faut savoir que le sable qu'on utilise au Luxembourg, dans le béton, est en moyenne importé de plus de 100 km déjà. Alors, notre approche économique pour résoudre tout ça, depuis 50 ans, c'est une approche du
appelons ça du moins mauvais. On veut faire moins de consommation, moins de déchets, moins de pollution, moins de CO2, etc. Mais malheureusement, une approche du moins mauvais reste mauvais et n'est pas vraiment une solution à long terme. Donc, réinventer un système. Alors, le Luxembourg s'est mis sur la voie de l'économie circulaire il y a à peu près 8 ans. Il y a 8 ans, on a commencé à en parler au ministère de l'économie. Dans l'avant-dernier, non, pardon, dans l'avant-dernier accord de coalition à l'économie circulaire commençait à faire son apparition dans une seule phrase. Et puis depuis, on a, alors je vous donne simplement quelques grandes étapes, mais on a fait faire donc une étude qui s'appelle l'Axe Magazine Knowledge Capital and Testing Ground for the Circular Economy. Elle est disponible évidemment sur Internet. C'était un peu le point de départ pour développer une première stratégie. Ensuite le processus de la troisième révolution industrielle a été enclenché fin 2016, 2017, et avait comme un des piliers transversaux, des 3 piliers transversaux donc, qui étaient élaborés dans le cadre de ce processus, l'économie circulaire. En 2018, l'accord de coalition du dernier gouvernement a repris l'économie circulaire exactement à 39 endroits dans 12 secteurs différents, à la fois des secteurs très variés comme l'industrie, comme les finances, comme l'énergie, comme la construction, comme l'agriculture, etc. Donc tous ces secteurs sont censés se développer autour de la philosophie de l'économie circulaire dans le futur. Alors, je pensais vous parler aujourd'hui de manière officielle à la fois des principes nationaux qui ont été retenus et de la stratégie nationale qui aurait dû être présentée il y a quelques semaines. Ce n'est pas encore le cas, mais je vais quand même vous donner quelques principes en avant-première, puisque d'abord, au niveau du Conseil supérieur pour un développement durable, on a retenu 7 principes nationaux que j'ai présentés il y a à peine 2 semaines au Conseil du gouvernement. Alors, ces 7 principes, je vous donne simplement les titres, puisque le détail sera présenté dans une conférence de presse, mais ces 7 principes sont évidemment valables pour une économie nationale et pas que pour notre domaine, parce que ces 7 principes sont censés être déclinés dans l'avenir dans les différents domaines que je viens de citer, comme l'agriculture, les finances, l'industrie, etc. Alors, ces principes se basent d'abord sur la création et le maintien de valeur. Je vous ai parlé du value hill tout à l'heure. C'est un principe de base, créer et maintenir la valeur. Deuxième principe, c'est avoir une approche systémique et holistique sur la thématique et pas, je dirais, chacun pour soi, chacun dans son domaine. Évidemment, ça, c'est un changement majeur et un changement de paradigme et pas facile à implémenter. Ensuite, on se base sur 2 cycles, le cycle biologique et le cycle technologique. On vise des impacts positifs à la fois sur l'être humain, mais aussi sur, je dirais, sur la biodiversité, sur la nature, sur l'environnement, etc. C'est une économie qui doit être réparatrice et régénératrice. Et là, on n'est pas dans la réduction des impacts négatifs, mais on doit vraiment créer des impacts positifs et régénérer ce qui a été détruit. On donne priorité à une diversité de solutions. Il n'y a pas une solution pour tous les problèmes, c'est souvent une question qu'on reçoit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Non, il n'y a pas qu'une solution, il y en a, chaque problème a ses solutions suivant ces principes. Et il y a une dimension locale. Évidemment, la globalisation, la mondialisation, on ne peut plus la nier. Néanmoins, on revient et on voit avec la crise, pour être résilient, il faut des solutions locales et régionales. Et il faut aussi une dimension de solidarité, d'inclusivité, d'abordabilité. Au niveau de la stratégie nationale, les 5 piliers qui vont être développés en parallèle, c'est de la formation, de la compétence, de la recherche, de l'innovation, créer un cadre légal, avoir du financement disponible pour que ça se fasse et créer ou former l'utilisateur et je dirais
les marchés publics commencent à créer de la demande. On a fait l'inventaire des projets qui récemment, donc un inventaire récent des projets publics qui intègrent des notions d'économie circulaire. Il y en a entre-temps plus de 50, totalisant pratiquement 1 million de mètres carrés, qui ne sont pas encore sur le marché pour les entreprises. Donc, c'est clairement une dynamique qui est en cours et le focus sera sur la construction et sur l'immobilier. Voilà pour ce point-là. Alors, quand on prend l'économie circulaire dans l'environnement bâti, et là je vais aller vite puisque je vais me concentrer après sur l'urbanisme. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'économie linéaire, et vous le voyez ici, produit des déchets, tout va dans la poubelle. Et on a souvent tendance à imaginer que l'économie circulaire est un peu à mettre, ou à identifier avec le recyclage. Alors, vous avez des exemples de recyclage ou même d'upcycling, comme on a tendance à les appeler, hein, une bâche qui devient une mallette ou un pneu qui devient une balançoire, etc. Tout ceci va terminer dans la poubelle. Rien n'a été conçu pour réellement rentrer dans les cycles de manière infinie. Donc, ceci est simplement une économie linéaire qui essaye de faire un deuxième tour. Mais la finalité sera la poubelle. Donc, dans l'économie circulaire, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de déchets, on ne parle plus de déchets, on élimine même la notion de déchets. Alors pour ce faire, il faut concevoir nos produits, nos infrastructures, nos bâtiments, nos espaces publics de manière différente, mais il faut aussi des nouveaux modèles économiques. Et les deux vont de pair. Sans les modèles économiques, reconcevoir tout est évidemment peine perdue. Mais cette nouvelle manière de concevoir, elle est fondamentalement différente de celle qu'on a connue, et on va aller un peu dans les détails dans les prochains slides. Alors, en termes macroéconomiques, pour l'instant, on a une activité économique qui est complètement corrélée à la consommation de ressources. Plus on a de l'activité économique, plus on consomme des ressources, plus on a de la pression sur l'environnement, et on a au moins la tendance, ou l'impression subjective que notre bien-être augmente avec notre consommation. Plus on consomme, plus on est mieux, subjectivement. Alors, le grand enjeu macroéconomique, c'est de découpler l'activité économique de la consommation de ressources, de découpler le bien-être de la consommation de ressources et de découpler l'activité économique, ou même d'inverser. Plus il y a de l'activité économique, mieux se porte l'environnement. Ça, c'est des grands principes. Et l'économie circulaire à impact positif donne une partie des réponses à cela. Ce n'est pas la réponse unique, mais ça peut être une réponse au moins partielle à ces triple découplage. J'ajouterais que pour le Luxembourg, il y a un quatrième découplage, c'est de découpler notre système social de notre croissance, ou du besoin de croissance. Alors, appliqué à l'environnement bâti, chez ProGroup, tout au moins, on a imaginé ce value hill que vous avez en bas à droite, à gauche, la partie design, en haut, la partie utilisation, et à droite, la partie plutôt réutilisation, réutilisation des composantes, réutilisation des matières premières, etc. Donc, chaque projet est mis développé suivant ces 7 critères. En commençant par la phase 0, qui est donc une phase en amont de la phase 1 que les architectes et ingénieurs connaissent, plutôt la phase 1, une phase de programmation, de faisabilité, d'esquisse, etc. Phase 0 est une phase où on se pose la question pourquoi est-ce qu'on finalement on fait ce projet, quelles sont les valeurs, les visions, quels sont les objectifs de ce projet, et pour ensuite le décliner dans comment on le fait, et puis seulement qu'est-ce qu'on fait.
Le better use, donc le meilleur usage, c'est un usage intensif, un usage partagé. L'extension de l'utilisation est plutôt toute la thématique de la réparabilité, de l'adaptabilité, de la maintenance, etc. Tous ces thèmes vont arriver dans le troisième pilier. Dans le quatrième et cinquième, sixième, je vous ai parlé de réutilisation à la fois soit du bâtiment entier, hein, donc un bâtiment, titre d'exemple d'un parking, comment est-ce que je peux l'utiliser différemment une fois que le nombre de places de parking, ou le besoin en places de parking diminuerait. Et puis réutiliser les composantes et la matière première, qui est finalement le dernier niveau. Hein, quelque part, c'est l'équivalent du recyclage en économie linéaire. Et tout ça crée des impacts positifs. Impact positif sur qui? Eh bien, on ne peut pas le limiter je dirais, à l'environnement. C'est vraiment une réflexion profonde sur qui est-ce qu'un projet peut avoir un impact positif, eh bien sur l'être humain qui vit, sur son voisinage, mais aussi sur la biodiversité, l'énergie, les générations futures, pourquoi pas, l'air, l'eau, l'économie, etc. Donc, cet inventaire des parties prenantes d'un projet est à faire systématiquement, et la réflexion en comment générer des impacts positifs sur chacun d'eux est fondamentale dans l'acte de conception. Alors, les déchets, il n'y en a pas qu'un. On a tendance à croire que les déchets sont des déchets matériels. Hein, une bouteille plastique qui traîne dans un champ est un déchet. Mais il y a d'autres formes de déchets, il y en a pas mal d'autres. Je voudrais vous en citer quelques exemples, et notamment, nous focalisons beaucoup sur les déchets d'un système. Pour vous donner, encore une fois, quelques exemples, et chacun mériterait 5 à 10 minutes d'attention dans un contexte comme celui-ci, mais j'en prends par exemple celui à gauche de l'occupation de nos salles de classe. Dans un lycée, une chaise est occupée autour de 5% de son temps disponible. Alors évidemment, on ne peut pas aller à 100%, mais il faut quand même se poser la question si construire, c'est un programme qui est en route pour 500 millions de lycées au Luxembourg, alors qu'on sait que c'est un système lycée, le système lycée, école, est fondamentalement inefficient parce que l'usage des mètres carrés construits est extrêmement faible. Et même dans un bâtiment de bureau, l'usage d'une chaise dépasse rarement les 20%. Alors, un autre exemple pourrait être celui des bâtiments à usage commercial qui sont démolis la plupart du temps bien avant de leur durée, leur durée potentielle de vie, et ça dû au fait qu'ils ne sont pas du tout prévus pour un aménagement flexible. Le secteur de la construction est un secteur très peu productif. C'est d'ailleurs, en tout cas ce qui a été mesuré entre les deux crises, entre 2008 et aujourd'hui, le secteur qui a le moins de productivité au monde. Donc ça dit beaucoup de choses. Dans lequel, par exemple, les 15% des matières premières sont déjà perdues pendant l'acte de construire. Si vous voyez au niveau urbanisme, 50% du sol est utilisé pour des infrastructures, c'est-à-dire globalement et en grande partie pour des voitures. Savoir qu'au Luxembourg, chaque voiture a 5 places de parking. Chaque voiture a donc, juste pour se stocker entre le parking et la surface de manœuvre, autour de 120 mètres carrés disponibles. Et là, je ne parle pas des routes, exclusivement des surfaces de stockage des voitures. Et peut-être un dernier exemple, dans chaque maison, vous avez environ 3000 objets, dont 80% sont utilisés moins d'une fois par mois. Donc, ça fait des zones, on construit des mètres carrés pour stocker des biens qu'on utilise en grande partie, presque pas ou très peu. Alors voilà un premier exemple d'économie circulaire ou d'économie linéaire. Alors, qu'est-ce qui est linéaire dans cet exemple? Eh bien, c'est tout le bâtiment derrière. Tout est collé,
avec de la mousse de polyuréthane collée avec du mortier, etc. Tout ce qui est bâtiment est totalement linéaire sur cette photo. Par contre, ce qui est très proche du circulaire, c'est l'échafaudage et la grue d'ailleurs. Parce que là, on pourrait imaginer que dans un modèle linéaire, on va dire 100% linéaire, eh bien, le constructeur de ce bâtiment achète l'échafaudage, l'utilise pendant quelques mois, et puis le stocke quelque part en sous-sol en se disant, ben, je vais bien refaire la façade un de ces jours, donc au moins j'ai mon échafaudage pour le cas où j'en ai besoin. Ce que nous faisons avec nos brouettes, avec nos escabeaux, avec nos échelles, etc. Ici, vous avez un modèle assez circulaire dans lequel vous avez des composantes qui sont montées, démontées, remontées, réutilisées, dans lequel on est dans une économie de service, puisque celui qui est propriétaire de cet échafaudage, eh bien, on fait un service à ceux qui l'utilisent. Idem d'ailleurs pour la grue. Et en grande partie, cet échafaudage est fait de matières premières recyclables ou biosourcées. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple sur l'aménagement extérieur. Alors, vous avez à gauche ce qu'on a réussi à faire ces dernières décennies, c'est-à-dire des aménagements d'infrastructures ou de routières sur base de bitume, un asphalte coulé et on voit bien les roustines qu'on met assez systématiquement sur ces routes et sur ces trottoirs d'ailleurs, puisqu'une fois qu'ils sont coulés, parfois à peine quelques mois plus tard, on se rend compte qu'on a oublié ou qu'on doit rajouter ou qu'on doit modifier, et puis on commence les roustines. À droite, vous avez différents exemples de pavage. Alors, au fond, c'est celui qui est le plus ancien là-dedans, c'est un pavé granit qui a 250 ans, dans ce cas-ci assez précisément, qui a été posé, déposé, reposé, modifié de nombreuses fois. C'est une photo que j'ai prise moi-même, je connais assez bien la situation. Et puis, vous avez des pavés plus modernes en béton, avec du Rasengitter ici. Mais et le constat, et notamment il y a des études à Nantes qui ont été faites, si on calcule ces aménagements sur une durée de 10 ou 20 ans, ce qui est une approche life cycle, coût totaux de vie, eh bien, vous avez le pavage qui commence à avoir alors qui de toute évidence est plus cher à l'investissement initial, mais si on considère toutes les modifications qu'on fait au fur et à mesure du temps, eh bien le pavage, au moins, et à Nantes, ils ont pris un pavage béton 10 sur 10 sur 10, utilisable sur les 6 côtés, normalisé et utilisé dans tous les espaces publics accessibles aux piétons. Et là, clairement, leur conclusion, c'est que le pavage est moins cher que l'asphaltage. Autre exemple, un bâtiment qu'on va construire très prochainement, qui est un bâtiment au départ d'un parking, mais qui est conçu pour être démontable, remontable, transformable en bureau ou hôtellerie. Donc, c'est une structure qui est adaptable, flexible et qui répond entièrement au principe de l'économie circulaire. Alors, une ville, je voudrais quand même l'avoir dit, même si on ne va pas dans les détails, une ville du futur, mais les villes existantes aussi, mais au moins toutes ces quartiers qui sont à développer doivent répondre à plusieurs défis. Le premier, ce serait la frugalité, le deuxième, la proximité, c'est-à-dire faire des villes dans lesquelles qui est à dimension humaine finalement. Les villes résilientes, on a vu à quel point la résilience est devenue un sujet de nouveau d'actualité avec la crise actuelle, mais aussi abordable et bonne à vivre, je dirais. Alors, l'urbanisme linéaire, en haut, une petite représentation de ce que pourrait être l'idée du linéaire appliqué à l'urbanisme, c'est on prend des terres agricoles extrêmement utile et nécessaire à produire notre alimentation, on en fait un usage urbain, mais on en fait un mauvais usage. Donc, un usage pas très intensif, avec des surfaces
souvent peu utilisés, mono-usage, pas recyclables, pas transformables, et on en fait donc aussi, in fine, des friches. Alors évidemment, les exemples qui vont suivre, c'est le recyclage ou le recyclage de ces friches. C'est évidemment un des grands principes de l'économie circulaire, de ne pas laisser des zones, des espaces et des surfaces en friche. Quand on fait de l'urbanisme, on a souvent, et on le voit très bien dans le guide d'application des études préparatoires pour les PAG, on fait des états des lieux. On voit ce qu'on a, on regarde en arrière ce qui a marché, mais la prospective, elle est à peine évoquée dans ce guide d'application. Or, quand on crée des nouveaux quartiers, quand on crée des villes et des villages, eh bien, on devrait avoir l'ambition de regarder dans le futur. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'il y a des gens qui étudient les métatendances et dont il faudrait s'inspirer au moins. Mais même si on prend l'humilité de se dire on ne sait pas ce qui va arriver, eh bien, la seule chose qu'on sait quand même avec assez grande certitude, et regarder 30, 40 ans en arrière, est-ce qu'il y a 30, 40 ans en arrière, on savait ce qu'il y a aujourd'hui? Non, on ne sait pas. Mais quand on se projette 30, 40 ans en avant, et quand on fait des villes et des quartiers, eh bien, on les fait pour 50, 100 ans et plus, eh bien, au moins, on devrait avoir l'humilité de se dire on ne sait pas ce qui va se passer, et donc on doit aménager, concevoir et aménager ces villes pour que le changement puisse s'opérer, et que le changement qui de toute façon va arriver soit facile à implémenter. Là, je vais vous donner un certain nombre d'exemples que je vais appeler on va dire, a posteriori, puisque finalement, tout ceci n'a pas été prévu et l'ambition d'urbanisme circulaire est plutôt de prévoir tous ces changements à la base. Mais si on parle d'usage intensif, l'espace public, en haut à gauche, vous avez une rue qui est utilisée comme marché, qui est envahie par des terrasses le week-end, etc. Donc, c'est une manière d'utiliser cet espace public de manière plus intensive. À côté, vous avez une cour d'école qui a été transformée en espace public et à usage multiple toute la journée, parce qu'une cour d'école, regardez le nombre d'heures qu'elle est réellement utilisée dans la journée, souvent bien asphaltée aussi. En haut à gauche encore, c'est des exemples du parc Königswiss en ville, hein, donc utilisé à de nombreux usages. Évidemment, c'est à la fois des usages très intensifs et puis des usages de rencontres, de récréation sportive, etc. Dans la ligne du centre, vous avez les plateformes de partage. Alors, à gauche, l'exemple des places de parking que vous avez chez vous, dans votre pavillon, dans votre maison, même dans votre appartement, et que vous pouvez mettre sur une plateforme et louer à un tiers. Idem pour Liquid Space, là on parle de bureaux. Airbnb, je ne pense pas que je dois détailler, mais il y a aussi moyen d'échanger, au moins pour les vacances, vos maisons, vos appartements. Et un dernier exemple, pardon, une plateforme qui finalement s'occupe de l'allocation d'espaces de jardins et de parcs à toute fin. Ça peut être du jardinage, mais ça peut être aussi pour une fête, un mariage, pour les citadins en appartement, mais qui le week-end souhaiteraient disposer d'un petit peu de jardin. Et tous ces exemples sont des exemples d'usage plus intensif d'un espace qui existe déjà. Évidemment, ces plateformes peuvent aussi avoir un côté, un autre côté, et avec Airbnb, on le voit de manière assez marquante, puisque de plus en plus maintenant de villes se rebutent contre les dérives, à la fois fiscales, hein, puisqu'on ne paye pas ou peu de taxes, mais aussi parce que de plus en plus d'appartements qui, au départ, l'idée était bien sûr d'occuper plus intensément un appartement, une pièce ou une maison qui
qui était occupé par un occupant permanent, mais qu'il quittait pour le week-end pour aller, je ne sais pas, voir ses amis. Et donc, il mettait à disposition sur cette plateforme son appartement à des touristes, ou alors juste une pièce à des touristes. Ben, aujourd'hui, des logements entiers sont libérés pour ne faire plus que cette activité hôtelière. Ça, évidemment, c'est une dérive non souhaitable. Et puis, vous avez de plus en plus d'initiatives pour occuper mieux les espaces, par exemple d'hôtels. Un hôtel est traditionnellement occupé plutôt la nuit, et donc il y a des chaînes d'hôtels maintenant qui essayent de remplir les hôtels aussi en journée pour des activités plutôt de bureaux, de coworking, etc. Il faut savoir que, par exemple, au Kirchberg, tous les hôtels sont quasi... Non, tous les hôtels sont des doubles chambres, alors que 92% de l'occupation est en chambre simple. Donc, si on parlait de lit, occupation de lit, évidemment, les déchets systémiques sont énormes. On a maintenant des initiatives sur les espaces partagés, à la fois entre voitures, piétons et mobilité douce de manière générale, mais aussi d'éviter maintenant de faire Spielplatz, donc, en bref, mais plutôt des espaces extérieurs aussi bien, enfin multigénérationnels, c'est-à-dire pas que pour les enfants, mais aussi pour les personnes, pour les jeunes, pour les personnes âgées. Et puis les restaurants, c'est un dernier exemple d'occupation finalement très, très faible, puisque le loyer d'un restaurant, le restaurateur il doit dans le rentrer en quelques heures par jour, hein, 1 heure et demie à midi, 2-3 heures le soir. Et ces restaurants sont des espaces extrêmement sous-utilisés qu'on pourrait activer avec des nouveaux modèles économiques, et il y a des exemples précis sur ça. Alors, j'ai plein d'autres exemples. La ligne de haut, c'est évidemment le recyclage maintenant des friches, les détails suivront, mais aussi dans la ligne du milieu, des espaces commerciaux ou même des espaces autres qui deviennent des pop-up stores pour une certaine durée. C'est très gagnant-gagnant pour celui qui occupe l'espace, mais aussi qui en est le propriétaire pour que l'espace ne soit pas vide pendant une certaine durée. Il y a des espaces extérieurs, il y a une publication récente pour utiliser avec des maisons mobiles des espaces pour l'instant pas aménagés. Les sous-sols, alors, on est à peu près convaincu que d'ici 10, 15 ou 20 ans, les millions de mètres carrés de sous-sol dédiés au parking seront de moins en moins utilisés. Alors, comment les réutiliser? Il y a des idées de fermes urbaines dans les sous-sols. Il y a aussi les espaces extérieurs en dessous, les toitures, les façades. Vous avez l'exemple de la High Line à New York, donc cette ligne de train qui a été transformée en espace extérieur, parc, et puis à droite, un rond-point qui n'avait aucune fonction au départ, est devenu une aire de jeu dans une zone à trafic ralenti à 10 km/h. Donc, c'est parfaitement possible d'y aménager autre chose que juste quelques arbustes, mais de l'activer pour la communauté. Et puis, quelques exemples de transformation et d'extension. La ville de Barcelone, c'est un article du 13 novembre qui finalement donne un certain nombre d'espaces dédiés à la voiture qui la rendent aux piétons et à la mobilité douce, des tours à la gare du Nord, Bruxelles, entières qui sont transformées en habitation, coworking space, pop-up store, centre pour réfugiés, etc. Très bel exemple. Les bâtiments de bureaux qui sont transformés en habitation. Avec la crise, on commence à se dire que le nombre de besoins de bureaux est
va fortement diminuer. Est-ce qu'on peut réaffecter ces bureaux au Luxembourg, en tout cas en partie, quelques pourcents, peut-être 10-15%, pour en faire en partie une solution au logement, la crise de logement que nous occupons, et puis les extensions de l'existant, des exemples à la fois extrêmement simples en bas à gauche jusqu'à celui du centre un projet que vous connaissez tous, de Zahadit, construction d'un musée à Anvers. Les Bauluken, un grand programme aussi. Alors, on peut pousser le principe des Bauluken vraiment jusqu'à occuper des espaces larges de 2,5 mètres. Donc, vous avez un exemple en bas à droite. Et puis, le projet dont un des architectes travaille sur le projet de Sifflange, on en entendra parler, le nouveau aménagement du rond-point Schumann à Bruxelles, un espace de qualité, un espace pour piétons, un espace de rencontre au lieu d'un rond-point exclusivement dédié à la voiture. Et puis cette ville du futur doit être vivable. On doit s'occuper du bruit, de la qualité de l'air, de la luminosité, de la biophilie qui amène une baisse de température de jusque 2 degrés dans les villes, les villes à courte distance dans laquelle tout est accessible en 10-15 minutes à pied ou en transport en commun, des espaces de rencontre de qualité. Donc tout ça, c'est des thèmes qu'il faut évoquer quand on parle d'économie circulaire. Alors, tout ça ne s'applique pas qu'aux villes et aux grands quartiers, puisqu'on n'a que des grands quartiers qu'on verra à titre d'exemple. Ça, c'est un exemple extrêmement récent, présenté il y a quelques jours à Eschdorf, dans lequel on fait un nouveau centre d'Eschdorf avec un lotissement avec une douzaine d'appartements et une douzaine de maisons, mais surtout des espaces extérieurs dans lesquels l'eau est un thème majeur, didactique, mais aussi en termes de réutilisation et de circuits fermés. L'énergie, bien sûr, un thème. L'augmentation de la biodiversité est un grand thème. Création ou stimulation de la création de nouveau d'appartenance et d'une communauté avec des espaces publics nouveaux, multigénérationnels, un parc public, des coopératives, l'espace partagé. Et puis un choix des matériaux sains et plutôt locaux et régionaux. Donc voilà, c'est une application de tous ces principes à un petit village, mais tout aussi pertinent que l'application de ce même principe à un grand espace, un grand quartier ou à une ville. Alors les nouveaux modèles économiques, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous voyez bien que l'amphithéose devient de plus en plus la règle, mais on va voir apparaître dans l'avenir le sol comme service, l'infrastructure comme service. Ce ne sont que des exemples sur lesquels nous travaillons actuellement, mais des exemples qui vont changer la donne dans l'avenir. Voilà. Pour finir, et je l'avais cité sans en parler vraiment au début, l'économie circulaire est une vraie opportunité et a été depuis quelques années par différents grands organes citée comme étant voire la plus grande opportunité depuis 200 ans. Je crois que nous tous, on est acteurs de ce changement et on doit pouvoir saisir ces opportunités. Globalement, ce que je viens de présenter, rien n'est nouveau. Et globalement, on pourrait même dire beaucoup de choses existaient déjà avant la première révolution industrielle. Rien n'est nouveau, mais en même temps, tout est à faire. Et je citerai encore en dernier lieu un rapport de la BI de 2018 qui disait que l'économie linéaire est l'économie à risque et que l'économie circulaire est l'économie du futur, alors que jusqu'au milieu 2018, il disait encore l'inverse. Mais le basculement a été rapide et le rapport de décembre 2018 a finalement
statuer l'inverse. Et donc, si vous traversez notre petit paysage et que vous voyez ce genre d'image, c'est que vous pouvez vous dire vous êtes toujours dans la linéaire et que ça c'est toujours une erreur de conception et ça ne devrait pas exister sous cette forme en tout cas dans un modèle d'économie linéaire. Voilà, j'ai utilisé mes 50 minutes et j'ai fini. Je suis à votre disposition pour quelques questions, sachant qu'il y a une séance de questions à la fin de ces 4 interventions. Merci.